Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Vendredi 3 décembre. Matin. Les sources orales, approche méthodologique. 9h, ouverture du colloque. Président de séance Marc Michel, professeur, Université de Provence, directeur de l'IHPOM. F. Bellet, ingénieur, ancien chef d'état-major de l'armée mauritanienne. Suggestions pour la collecte de documents et témoignages inédits sur la colonisation, décolonisation. F. Simoni, chercheur, Université Paris 7. L'historien et le témoin, un couple au rapport ambigu. Nassera Agoun, chercheur, Paris 8. L'opinion publique algérienne dans le Chélif, à la veille de l'insurrection de 1954 par les sources orales. Approche méthodologique. Ibrahima Aboussal, chercheur, Paris 7. La vision des colonisateurs par les populations du sud de la Mauritanie. Yvonne Knibieler, professeur, Université de Provence. Conception, gestation et naissance d'un livre de témoignages des Français au Maroc. 11h dispose. 11h20 à 12h30, débat. Vendredi 3 décembre. Après-midi. Maghreb. Président de séance professeur Guyon, Université de Provence. 14h30, reprise du colloque. Majoubi à Ardan, ancien ministre député au Maroc. Les tribulations d'un caïd à l'heure de l'indépendance marocaine. Benjamin Stora, professeur, Paris 8. La construction d'un imaginaire politique dans l'espace migratoire, les Algériens en France, 1920 à 1954. J. Planchet, journaliste au journal Le Monde. Ce que voulaient les militaires durant la guerre d'Algérie. Sandrine Segui, chercheur, Université de Provence. Rapport du PCF et du PCA dans leur action de propagande auprès des soldats du contingent. Monsieur Auget, président de la NFA-NOMA. Monsieur Fenouillet, vice-président de la NFA-NOMA. Naissance et histoire de la NFA-NOMA. 16h dispose. 16h20 débat. 18h fin. 20h Amphi-Guyon. Film franco-algérien C'était la guerre, co-réalisé par Maurice Fey-Levic et Ahmed Rachedi. Samedi 4 décembre. Matin. L'information par les sources orales. Étendue et limite. Président de séance J.L. Trio, professeur, Université de Provence. 9h Pomerot, ancien administrateur de la France Outre-mer, une affaire occultée, le transport de l'or au Soudan en 1941. J. Guillard, ingénieur agronome, ancien directeur de l'école des eaux et forêts de Nancy. La situation de l'Adamaoua en 1949, d'après les tournées en brousse d'un forestier. Gabriel Ferret, ancien administrateur de la France Outre-mer. La vie d'un poste mauritanien en 1950. André Audibert, assistante sociale. À partir de 1943, la formation des travailleurs sociaux en AOF. Alessa Ndao, ancien doyen de la faculté des lettres de Dakar. Une carrière d'enseignant, de William Ponty à l'université de Dakar. 11h dispose. 11h20 à 12h30 débat. Samedi 4 décembre. Après-midi. Réflexion de témoins sur la fin de l'Empire. Rémi Clignet, directeur de recherche à l'Orstom. Interprétation de la notion d'assimilation, comparaison Madagascar-Indochine. Salfo Albert Balima de l'Académie des sciences outre-mer, directeur de l'École internationale de Bordeaux. La colonisation, sa double face. 50 San Marco, ancien gouverneur des colonies. Du féodalisme à la quête actuelle de la démocratie. Jean Clausel, ancien administrateur de la France d'outre-mer, ancien préfet de région à Marseille. Un administrateur de la France d'outre-mer entre passé et avenir. G. Massa, ancien administrateur de la France d'outre-mer, président de l'association France-Burkina. Bilan provisoire du colloque Mémoire voltaïque, 27 au 28 10 1993 au Sénat. 16h dispose. 16h20 débat et clôture du colloque. 17h30 fin. Remerciements. Le colloque, Mémoire de la colonisation. Relations colonisateur-colonisé,
n'aurait pas été possible sans le soutien moral et financier, continué pendant près de 15 ans, du ministère de la Coopération. L'Université de Provence nous a offert l'hospitalité pour la première journée du colloque et la projection du film franco-algérien « C'était la guerre », co-réalisé par Maurice Feilvik et Ahmed Rachedi. Le service audiovisuel nous a fourni le matériel d'enregistrement nécessaire pour les 2 journées. Les archives d'outre-mer nous ont hébergé la 2e journée du colloque, ce qui a permis à de nombreux participants peu familiers de cette institution d'en découvrir les ressources. Enfin, je tiens à féliciter particulièrement le personnel de l'IHPOM, qui a assuré le bon déroulement de la manifestation. Notamment Martine Pernet, documentaliste, et Nicole Mondino, secrétaire, qui a réalisé la mise en page des textes, facilitant grandement la publication des actes. Préface. Voici près de 2 décennies que nous nous efforçons à l'Institut d'Histoire des Pays d'Outre-mer, IHPOM, d'accéder à une histoire plus complète de la période coloniale par la quête systématique et l'analyse des sources orales. Les témoignages se sont ainsi ajoutés aux sources écrites, bien souvent muettes ou insuffisantes sur maints aspects de la colonisation, par exemple la vie quotidienne. Tout naturellement s'est établie une étroite collaboration entre les archives d'outre-mer, détentrices de toute la documentation écrite sur l'ancien empire colonial français, et l'IHPOM qui proposait des informations complémentaires. Ainsi se sont succédés, grâce aux encouragements du ministère de la Coopération et à son appui financier continu, plusieurs programmes de recherche. D'abord sur le thème Femmes et colonisation, qui a donné lieu à plusieurs publications, dont une, La femme au temps des colonies, destinée au grand public, a reçu un très large accueil. Puis nous adressant cette fois aux 2 sexes, nous avons élargi l'entreprise avec Mémoire de la colonisation. Les 9 et 10 décembre 1988, un premier colloque avait permis la rencontre d'universitaires et de témoins européens et africains. 13 communications de qualité amenèrent de longs débats. Les affrontements parfois en termes assez vifs, opposèrent scientifiques, praticiens laudateurs ou détracteurs des sources orales et des témoins, anciens colonisateurs et anciens colonisés. En dépit de réserves de détails, nul ne contestait la valeur des renseignements ainsi obtenus en complément indispensable des archives écrites. Nous avons aussi précisé une méthodologie, difficile à établir dans cette voie nouvelle. Distinction tradition orale et sources orales, nécessité d'utiliser toutes les sources à la disposition des chercheurs sans privilégier les unes par rapport aux autres, analyse d'autant plus rigoureuse que les informations apparaissent plus fragiles ou contradictoires. La publication des actes en 1989 a confirmé le succès. L'ouvrage a été rapidement épuisé, au point que nous ne pouvons plus fournir désormais à la demande. L'IHPOM est réduit à proposer seulement la consultation sur place ou des photocopies. Depuis, nous avons poursuivi la collecte et l'analyse des témoignages. Constitution de réseaux d'informateurs, contact avec des associations, anciens de l'ENFOM, RALA, Amis de la Mauritanie, interviews par des étudiants et chercheurs de notre institut auprès d'anciens coloniaux, participation à des colloques où j'ai pu faire entendre à diverses reprises la voix des témoins. Dans ce dernier cas, cependant, le témoignage était largement faussé puisque mon intervention ne fournissait qu'un compte-rendu de mémoire de coloniaux écrivains. Il s'est révélé difficile, en effet, de faire entendre directement des témoins dans des colloques universitaires. On peut faire aussi le constat inverse. Les grandes réunions d'anciens coloniaux ne convient guère de scientifiques africanistes à leurs débats. Ainsi en était-il au colloque Mémoire voltaïque, au Sénat les 27 et 28 octobre 1993, où intervenaient des personnalités de premier plan françaises et burkinabées. Après ce travail continu de préparation, nous avons pu renouveler les 3 et 4 décembre 1993, l'expérience de 1988. Ce deuxième colloque s'est tenu à l'Université de Provence et aux Archives d'Outre-mer. Le thème était davantage précisé, Mémoire de la colonisation. Relations colonisateur-colonisé. Lors de ces 2 journées très denses, nous avons entendu 20 communications qui ont suscité des débats souvent passionnés. En dépit de divergences, parfois violemment exprimées, universitaires et témoins ont cohabité et même coopéré sans encombre. La présence de jeunes chercheurs,
pas encore universitaires et encore moins témoins, mais très engagés déjà dans la collecte et l'analyse de sources orales coloniales, constituaient une nouveauté. Leur vision objective proposait parfois des perspectives méthodologiques intéressantes. Un regret pourtant, un seul de ces chercheurs communicants appartient à l'Université de Provence. Ainsi se rencontraient, pendant et hors colloque, les personnalités les plus diverses tant par l'âge que par les activités et le style de vie. Scientifiques à différents niveaux, anciens colonisateurs, aussi bien ceux de l'ENFOM qu'ingénieurs, forestiers, assistantes sociales et anciens colonisés, hommes politiques ou enseignants. De l'avis des participants, les sources orales ont précisé et confirmé bien des aspects de l'histoire des mentalités et de la vie quotidienne. En particulier la séparation en général bien établie, est largement souhaitée par l'autorité coloniale entre Africains et Européens. Le professeur Jean-Louis Triot, président de séance, notait que ce qu'il venait d'entendre corroborait parfaitement cette appréciation lapidaire sur un administrateur débutant, trouvé dans un rapport administratif aux archives d'outre-mer. Reçoit chez lui des Africains ne semble pas fait pour la vie coloniale. Mais au-delà de ces domaines où nul ne conteste l'intérêt des témoignages, nous avons aussi évoqué l'évolution politique, l'histoire économique et sociale dans la dernière période coloniale. Puisse la publication des actes donner un prolongement favorable à cette manifestation, et élargir son audience. Nombre d'organismes scientifiques, d'associations et de particuliers se sont déjà portés acquéreurs du livre à paraître. Par l'intermédiaire de Gabriel Ferral, ancien de l'ENFOM et communicant, l'Université de Nouakchott a proposé sa coopération et la constitution d'une équipe pour la collecte des sources orales en Mauritanie. L'habitude ne pourrait-elle s'établir des appels à témoins dans les séminaires de centres universitaires spécialisés et d'invitations adressées à des universitaires et chercheurs à des réunions d'anciens coloniaux? Il convient de se hâter car le temps passe, les témoins vieillissent et disparaissent. Dans guère plus d'une décennie, le combat pour les sources orales sera sans objet. Souhaitons donc la continuation rapide de l'entreprise, en provoquant des vocations d'enquêteurs parmi les africanistes souvent encore trop limités aux écrits, en encourageant témoins et acteurs à raconter leur expérience d'un monde disparu il y a 30 ans mais qui semble maintenant appartenir à un très lointain passé. On parle souvent de devoir de mémoire, à propos de faits historiques de la dernière guerre, la résistance ou les camps de concentration. La même expression ne pourrait-elle s'employer à propos de l'histoire de la colonisation, qui n'est pas encore écrite, disait le professeur Charles-Robert Ageron lors du précédent colloque « Mémoire de la colonisation », décembre 1988. Il faut bien admettre que les témoignages, surtout analysés par de nouvelles générations de chercheurs, les rencontres et échanges entre gens de bonne volonté issus de milieux différents, doivent permettre d'avancer vers une véritable connaissance scientifique. Ce serait en outre le moyen de lever les ambiguïtés sur une époque trop souvent évaluée, sur le seul plan passionnel. On s'apercevrait que la colonisation ne peut s'apprécier qu'en écartant cet excès d'honneur, ou cette indignité qui déforme aujourd'hui encore son image. Régine Goutallier. Introduction. Médecin général, Lapessoni. Un témoin gênant. Pièce en un acte, scène unique. Divertissement suscité par la présence de l'auteur en tant que témoin, à la conférence sur la conférence de Brazzaville avril 1987. Le décor représente une salle de tribunal plutôt poussiéreuse. Au mur le portrait d'un barbu dont on ne peut dire s'il s'agit de Marx ou du professeur Ageron. La cour est en séance. Greffier, faites entrer le témoin suivant. Entre un vieux bonhomme, en apparent bon état de marche, qui va se placer à la barre des témoins. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualité. Bardamu Joseph, né le 16 octobre 1915 à Montpellier, survivant mon président. Survivant, que voulez-vous dire? Eh bien survivant mon président. Je suis là et les autres sont morts. Alors ils ne peuvent pas venir témoigner. C'est bien? Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure mon président. Ne m'appelez pas mon président. On n'est pas aux colonies ici, dites monsieur le président. Oui mon président. La défense vous a cité comme témoin dans l'affaire du chemin de fer du Mossi,
qui relie Bobo-Dioulasso à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous auriez prétendu que les travaux de construction n'ont pas été interrompus de 1942 à 1945, comme le prouvent les textes historiques, mais bien au contraire qu'ils ont continué pendant cette période. Voulez-vous faire votre déposition, monsieur Bardamu? Oui, mon président. J'étais à cette époque médecin de la Tripano. Qu'est-ce que la Tripano? Le service général autonome de la maladie du sommeil, mon président. Je croyais que vous saviez. Non, je ne savais pas, continuez. Je disais donc que j'étais médecin de la Tripano, et que de 1943 à 1945 je résidais à Tiogo, un petit village à 15 km au nord de la future ligne. En ce qui me concerne, je n'avais à m'occuper que du tronçon qui allait de la Volta Noire, aux limites du cercle de Ouagadougou, 120 à 130 km environ. Vous occupez? Étiez-vous le médecin du chemin de fer du Mossi? Non. Il n'avait pas de médecin attitré. Je faisais cela parce qu'on me l'avait demandé, mon président. Qui? Je ne sais pas. Peut-être parce que mon prédécesseur meilleur le faisait déjà, mon président. Qui le lui aurait demandé? Je ne sais pas, mon président. Pourquoi le lui aurait-on demandé? Je ne sais pas, mon président. Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'autres médecins. Combien vous payait-on? Mais rien, mon président. Comment rien? Vous voulez dire que vous travailliez pour rien? Oui, mon président. Mais cela était nécessaire car les travailleurs pouvaient attraper la Tripano. Qu'est-ce que la Tripano? La maladie du sommeil, mon président. Mais vous vous moquez de moi. Vous venez de dire que la Tripano était un service, et maintenant vous dites que c'est une maladie. C'est la même chose, mon président. Vous payez bien votre impôt au service des impôts. C'est pareil. Je vous prie, Bardamu, de ne pas troubler le cours de la justice par des considérations ridicules. Continuez. Bien, mon président. Il y avait un chantier tous les 10 ou 15 km, et un chantier spécial de maçonnerie pour le futur pont de Bissandero sur la Volta Noire. Cela faisait une dizaine de chantiers. Il y avait un Européen sur chaque chantier. Le plus proche de Tiogo s'appelait Routier. Il avait sa femme blanche avec lui. Elle était formidable pour le civet de facochère. C'étaient des types bien tous les deux, très justes, très dignes. Ils avaient beaucoup de classe, mon président. Jamais un palabre avec les manœuvres, jamais une désertion. C'était pas comme avec certains administrateurs, des râleurs, des excités, des vaches. Bon, on ne vous demande pas un cours d'histoire. C'est nous qui faisons l'histoire, pas vous. Continuez. Bien, mon président. Je connaissais presque tous ces gars-là. Il y en avait un sur la ligne que les Mossi appelaient Coatenga, le perdreau. J'ai compris pourquoi il l'appelait comme ça le jour où je l'ai vu trottiner comme un perdreau le long du ballast. Bon, ça suffit. Quelles preuves pouvez-vous fournir à l'appui de vos dires? Bien, mais qu'ils existaient, les blancs et les noirs, puisque j'étais leur médecin. C'étaient pas des zombies. Quand la femme de Routier a fait sa cystite, c'est moi qui l'ai soignée. Quand le lion faisait palabre sur les chantiers, c'est moi qui allais recoudre, panser et même évacuer. Prouvez-le. Avez-vous des documents? Ben non. Mais puisque je vous dis que j'y étais. Ce n'est pas une preuve. Bien au contraire, continuez. Ces gens-là avaient un patron qui habitait Koudougou, entre la case du médecin et l'église de la mission. Je vois encore la maison. En fait, il y a eu 2 patrons. Le premier, un Parisien blond, sa femme était blonde aussi. J'avais fait leur connaissance parce qu'un matin l'infirmier du poste filtre de Bissandero était venu à bicyclette jusqu'à Tiogo. Il y avait 14 km, pour dire qu'un blanc et sa femme étaient tombés en panne juste sur le pont de la Volta. C'était la nuit. Il leur avait donné son lit, une espèce de sommier à latte de fer. Quand je suis allé les chercher avec la camionnette du secteur, ils avaient encore la trace du sommier sur le dos. On aurait dit des zèbres blancs. Je les ai revus plusieurs fois. Lui n'aimait pas les médecins parce qu'à Madagascar un confrère lui avait flanqué une radiodermite. Qu'est-ce que une radiodermite? Une brûlure par les rayons X, une radiodermite sur le bas du dos, pour je ne sais quel examen ou traitement. Il a fini par en mourir.
Je ne me souviens pas de son nom. Son successeur s'appelait Variera. Je crois que c'était un Savoyard, un grand type bien baraqué, très gentil. J'allais manger souvent chez lui, quand je passais à Koudougou. Je me souviens d'autant mieux de lui, que je lui ai piqué sa moussa. Kessako sa moussa. Bon quoi mon président, sa femme d'Afrique. Il était seul alors vous comprenez, ça lui serait monté à la tête sans ça. Je disais donc qu'il avait rencontré une Peule, et qu'il l'avait emmenée chez lui. De force bien sûr. Mais non mon président, pas de force. Ces filles-là aimaient bien vivre avec le blanc. Quand la guerre a été finie, en 1944. Non, en 1945. Non, mon président, en 1944. Parce qu'on a pu recevoir des lettres en 1944. Bon, en 1944, mes chefs de chantier qui avaient besoin de repos. Vous voyez bien qu'ils travaillaient, s'ils n'avaient pas travaillé, ils n'auraient pas eu besoin de repos. Donc, mes chefs de chantier, ils vont passer leur congé en Algérie, d'autres en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qu'ils font de leur moussa? Eh bien, ils me les confient à Tiogo. C'était toutes les peules et comme ma moussa était une peule. Vous voulez dire que vous aviez une concubine africaine? Oui, mon président. À cette époque, c'était celle que j'avais piquée à Variera. Elle s'appelait Dalé. Il faut vous dire que Variera croyait qu'elle était malade. Parce qu'elle avait une tache sur le front, il croyait que c'était la lèpre ou la syphilis. Vous pensez bien que je ne l'en ai pas dissuadé. C'était une mycose. Qu'est-ce une mycose? Des champignons. Ça guérit très bien avec de la teinture d'iode. Donc les moussas et ma moussa étaient là ensemble, c'était très gai. Je me prenais pour un sultan dans son harem. Parce que vous voulez insinuer que vous aviez des rapports sexuels avec les, comment dites-vous, les moussas de vos amis? Eh bien oui. Dolé c'était ma moussa, n'était pas trop jalouse, un peu seulement. Et puis c'était pas mes amis. Ils me les avaient laissés en dépôt. Ben alors. Jolie mentalité. Revenons à nos moutons. Tout cela ne me prouve pas que les travaux continuaient. Mais si, comment aurais-je pu me enfin coucher coucher avec les moussas de gens qui n'existaient pas? Je n'ai rien oublié, moi. Mais vous n'avez pas de preuves. S'il est écrit dans les textes que les travaux ont été arrêtés, c'est donc qu'ils l'ont été. Ce que vous pouvez dire n'a aucune importance, et je ne vois pas pourquoi on vous a cité à comparaître. Par ailleurs, votre cas n'est pas clair. Vous pratiquez la médecine sans y être convié par écrit, vous ne percevez aucun salaire, ce n'est pas clair cela, disais-je. Vous vous vantez de prouesses sexuelles punissables par la loi, car si elles sont vraies, vous vous êtes rendu coupable d'incitation de mineurs à la débauche, de polygamie concubinatoire et de tromperie à l'égard de tiers. Mais, mon président, ils étaient d'accord. Taisez-vous, Bardamu. Votre témoignage ne peut donc être retenu et en outre je vous inculpe d'outrage à magistrat, au cas où votre histoire de concubine en dépôt serait fabulatoire. Vous êtes également inculpé d'entrave à la libre circulation de la vérité officielle et de tentative de détournement du cours de l'histoire. Garde, emmenez le prévenu. Le tribunal de l'histoire ayant entendu le témoin et consulté les textes, déclare que les travaux du chemin de fer du Mossi ont bien été interrompus de 1942 à 1945, comme l'ont fort justement écrit Monsieur le professeur Semi-Bizan et Madame le professeur Daniel Domergue-Cloarec, dans des publications universellement connues. La séance est levée. Suggestions pour la collecte, des documents et témoignages inédits, sur la colonisation-décolonisation. François Bellet. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît, dit le proverbe africain. Pour pallier cette disparition, je voudrais donner ici quelques suggestions inspirées d'expériences personnelles réalisées dans le cadre de diverses associations. Je pense en effet que c'est à travers les associations d'anciens administrateurs, militaires, magistrats, enseignants, ingénieurs, etc. qu'il est le plus facile de trouver aussi bien la source des documents inédits, ou publiés dans des bulletins d'association, que les possibilités de contact pour interview de la part de chercheurs. Travail accompli dans le cadre de l'association Les Amis de la Mauritanie. L'Association des Amis de la Mauritanie, Association Loi 1901,
a été créée en 1991. Elle est placée sous la présidence d'honneur du professeur Th. Monod, membre de l'Institut. Son objet est de développer les relations amicales avec les Mauritaniens, d'aider à l'actualisation et à la diffusion des connaissances relatives à la Mauritanie, de mieux faire connaître le pays et ses hommes, et de promouvoir tout échange ou contact pouvant conduire à une meilleure compréhension mutuelle. Les membres, aujourd'hui plus d'une centaine, viennent d'horizons très divers, sont de formations très différentes, recouvrent plusieurs générations pré- et post-indépendance. On y rencontre d'anciens officiers méharistes, d'anciens administrateurs de la France d'outre-mer, des médecins, ingénieurs, vétérinaires, magistrats, des chercheurs et universitaires de diverses disciplines, géologie, agronomie, ethnologues, biologistes, etc. Ainsi que des diplomates, ambassadeurs et conseillers ayant servi dans le pays. Tous sont unis par les liens qui les attachent à la Mauritanie et chacun représente un capital, parfois irremplaçable, d'expérience et de connaissances. Tous ont conservé des liens très étroits avec leurs amis mauritaniens. L'association est à la disposition de toute personne qui désirerait compléter sa documentation ou acquérir des informations sur le pays et ses hommes, et pour être mise en contact avec des spécialistes de tel ou tel aspect de la culture nationale. Il suffit d'écrire au siège de l'association ou à son président, Gabriel Ferral. Association des Amis de la Mauritanie. Village provençal. 83 380 Les Issambres, tel, 94 96 93 64. Dans le cadre de cette association, nous avons entrepris entre autres choses, le recensement, à l'aide d'un questionnaire diffusé à nos adhérents, des documents, monographies, photos, diapos, etc. qui peuvent être demandés aux intéressés. L'inventaire en est repris dans l'annuaire des membres qui indique également chaque fois que possible les fonctions exercées outre-mer avec date et lieu. Nous avons entrepris d'autre part de diffuser dans notre bulletin périodique, à l'attention des chercheurs, toutes les fiches du CHEAM relatives aux documents de cet organisme concernant la Mauritanie. Monographies, conférences, mémoires, etc. Tous ces documents peuvent être consultés sur place, certains après accord éventuel de leur auteur. Exemple de collecte et publication interne à une promotion de Saint-Cyr, petites histoires d'une grande promo. Il ne s'agit pas ici du récit des hauts faits d'armes d'une promotion de Saint-Cyrien 1939 à 1940, qui a fait 3 guerres et vécu la décolonisation, mais comme il est précisé dans un avertissement préliminaire, d'un recueil d'anecdotes typiques, insolites ou simplement amusantes recueillies dans les coulisses de l'histoire. Ces anecdotes toutes vécues, authentiques et le plus souvent chargées d'humour, reflètent l'extrême variété des situations où se sont trouvés les quelques 600 officiers de cette promotion dont une forte proportion de coloniaux. Elles ont été regroupées par chapitre. On en trouve ainsi 15 au chapitre Afrique noire, 10 au chapitre Afrique du Nord et Sahara, 20 au chapitre Indochine, 6 au chapitre Langue et dialectes, 9 au chapitre Affaires indigènes et fonctions administratives, etc. Malheureusement, ce chef-d'œuvre collectif a été fort mal imprimé et diffusé aux seuls membres de la promotion qui y ont souscrit. Autres associations, exemple de l'ARALA. L'ARALA, l'Amicale des Sahariens, est fille de l'Association des Amis du Sahara et de l'Eurafrique créée en 1931 par le général Meignet et le commandant Leheureux puis le colonel Nabal. Cette association dont l'actuel président est le médecin général inspecteur Paul Dory, édite un bulletin trimestriel, le Saharien, qui renferme nombre de récits, nouvelles, souvenirs inédits. Très heureusement, un adhérent, Mr Jean-François Barba, vient de réaliser la table des matières des revues sahariennes depuis 1931. 233 pages comprenant une note de présentation, 4 index, matière, auteur, personne, géographique, une carte du Sahara au 1/13 000 environ, 22 rubriques de A, géographie, AV, divers, dans lesquelles les articles sont numérotés dans l'ordre chronologique de parution avec indication de l'auteur, de leur titre et référence de la revue dans laquelle ils ont été publiés. Cette table peut être obtenue sur demande au siège de l'association, 150 F plus 25 F pour les frais d'envoi. Bien entendu, cette table reprend en particulier tous les articles parus dans le Saharien, depuis la création de l'association.
D'autre part, la RALA détient dans sa très riche bibliothèque la table des matières des travaux de l'Institut de recherche saharienne, tome 1 à 27, 1942 à 1968 par R. Guggenheim, 113 pages. Cet ouvrage est consultable sur place au siège de la RALA. Suggestion. Il serait sans doute possible que, par exemple, l'Institut d'histoire des pays d'outre-mer effectue une démarche auprès de toutes ces associations amies de la Mauritanie. Anciens du CHEAM, RALA, Académie des sciences d'outre-mer, etc. Pour leur demander si elles sont disposées 1. À insérer dans leur bulletin les appels à témoins et demandes de documents inédits émanant de chercheurs. 2. À établir ou communiquer un annuaire de leurs adhérents comportant les fonctions occupées, lieu et date ainsi que les documents, photos, etc. Inédits et susceptibles d'être communiqués aux chercheurs, pour que ceux-ci puissent prendre directement contact avec les intéressés. Après ces quelques suggestions touchant la méthodologie de recherche, permettez-moi d'apporter mon témoignage personnel et de conter ici 2 anecdotes afin d'illustrer ce que Gilbert appelait si justement la coercition joviale qu'exerçait le colonisateur sur les colonisés. La première se situe en 1949 alors que, jeune capitaine appartenant au prestigieux corps des officiers des affaires indigènes du Maroc, auquel le roi Hassan II a récemment rendu publiquement hommage, j'avais la charge d'administrer les quelques 40 000 teknas du cercle de Goulimine dans l'extrême sud marocain. Je lui donnerai pour titre « Comment l'arbitrage autoritaire d'un infidèle mit provisoirement fin à un ancestral conflit de tribus ». Ce devait être en octobre ou novembre. Il y avait eu cette année-là des pluies assez exceptionnelles, qu'Allah soit béni, et un nouveau Madère, zone d'épandage des eaux de ruissellement, était apparu à la limite de terrain habituellement cultivé par 2 fractions tekna, les Azouafides et les Aït Lassen, si mes souvenirs sont exacts, et les 2 fractions intéressées se proclamaient également propriétaires de cette zone contestée. Une fort longue et bruyante séance au tribunal civil du Cadi n'avait pas permis de trancher le conflit. De vieux grimoires avaient été exhibés qui n'avaient guère éclairci le débat et en désespoir de cause, nous avions convenu, le Cadi et moi, de nous transporter sur les lieux pour tenter de trancher le débat. Aujourd'hui l'échec des 2 fractions accompagnés chacun d'une foule d'administrés, étaient donc réunis sur le Madère contesté. Les 2 parties s'échauffaient prêtes à en venir aux mains, et le Cadi impuissant à régler la querelle me fit comprendre qu'il me fallait user de mon autorité pour imposer une solution car la chicaya avait assez duré, et il était temps de passer la charrue sur un sol qui allait sécher. Alors j'ai joué les Salomon. Ayant fait monter dans ma Jeep le Cadi et les 2 chiouk, je m'appliquai à traverser le Madère en son milieu puis parvenu de l'autre côté j'annonçai « Vous voyez les traces de la Jeep. À droite le terrain sera cultivé par les Azouafides, à gauche par les Aït Lassen. » Tout le monde parut satisfait. On allait pouvoir se mettre à l'ouvrage sans que personne n'ait eu à perdre la face et surtout, cette solution provisoire imposée par un infidèle n'éteignait pas une chicaya qui pourrait toujours être remise sur le tapis. C'est vrai. Néanmoins on m'a affirmé que sur le terrain, les gens désignaient toujours cette limite de territoire sous le nom de Katel Capitane, la ligne du capitaine. J'ai déjà narré ailleurs ma 2e anecdote qui, je m'en excuse, n'est donc pas inédite. Elle est à mon avis typique du climat dans lequel s'est le plus souvent déroulée la phase de décolonisation de nos anciens territoires d'Afrique noire, et pourrait s'intituler « Le tract subversif ». Saint-Louis du Sénégal, janvier 1957. La capitale de la Mauritanie est encore à ce moment à Saint-Louis, et je suis détaché auprès du gouverneur de ce territoire comme officier chargé du renseignement. C'est le moment de la préparation de l'élection des députés à la nouvelle assemblée territoriale instituée par la loi cadre sur l'autonomie interne. La guerre d'Algérie est à ses débuts. Mohamed V est revenu, après son exil à Madagascar, sur le trône du Maroc, et l'idée nationaliste est déjà beaucoup plus qu'en germe dans les esprits mauritaniens. L'ancien député Orma Ould Babana vient de s'exiler au Maroc où il va renforcer les thèses d'Alal El-Fassi sur le Grand Maroc, en proclamant « La Mauritanie n'est qu'une construction artificielle décolonialiste. Elle fait partie intégrante du territoire marocain. Il faut la libérer. » Je suis conduit, à la suite d'informations sûres,
a attiré l'attention du gouverneur sur une association clandestine qui groupe un nombre assez important de jeunes instituteurs ou fonctionnaires nationalistes. Ceux-ci qui se baptisent entre eux les harakiristes, qui sont prêts à se sacrifier pour la patrie, ont décidé de marquer le peu de cas qu'ils font de ces élections fabriquées, en rejoignant massivement le Maroc et Orma le jour du vote. Le secrétaire général de la Mauritanie estime pour sa part qu'il ne s'agit là que d'une poignée de jeunes gens sans influence réelle et que leur départ nous en débarrassera et restera sans écho. J'explique alors pourquoi je ne partage pas ce point de vue, et je propose d'adresser à chacun des harakiristes un tract que j'ai rédigé. Dans celui-ci, j'exalte le nationalisme, je reconnais que les élections seront vraisemblablement une fois encore télécommandées par l'administration, mais j'enjoins aux patriotes destinataires du tract de ne pas déserter pour autant en vendant leur patrie à un pays étranger. J'étaye mon argumentation sur un proverbe mort. Si on te chante les louanges d'un pays, n'oublie pas le tien. Enfin, je conclus que c'est en travaillant en Mauritanie pour l'indépendance qu'on servira le mieux la patrie naissante. Je signe ce tract subversif d'un pseudonyme sadique et le domicilie à une discrète boîte postale. Après une âpre discussion, le gouverneur et le secrétaire général me concèdent que cette opération est en effet souhaitable car elle est susceptible d'atteindre le but recherché, mais ils ne peuvent la cautionner. Votre tract est un tract nationaliste, ajoute-t-il, diffusez-le aux intéressés mais sous votre seule responsabilité, nous ne pouvons en aucun cas vous couvrir. C'est donc ce que je fis, et j'eus la satisfaction de recevoir à ma boîte postale des lettres de harakiristes, me remerciant et donnant leur accord pour continuer la lutte pour l'indépendance dans le pays et sans le Maroc. Certains me priaient de me faire connaître. Mais il n'y eut le jour des élections aucun départ pour le Maroc, et nous évitâmes un exode qui aurait certainement été mal ressenti par le pays. Entre-temps, le camarade chargé du 2e bureau à l'état-major, ayant obtenu par un de ses informateurs un exemplaire de mes tracts, me demanda si je connaissais le salaud qui répandait ces papiers subversifs. Il en fit même remettre une copie par le colonel commandant militaire, à mon gouverneur qui feignit l'étonnement. Mais le secret resta bien gardé. Un peu plus tard, lorsque Mokhtar Ould Daddah fut élu vice-président du conseil de gouvernement, j'adressai à mes correspondants harakiristes un mot d'adieu, leur disant que Mokhtar étant désormais en place, ma mission était terminée et qu'ils pouvaient désormais compter sur lui. Ce n'est que plusieurs années après, en 1959, qu'au cours d'un conseil des ministres auquel j'assistais ce jour-là car on y débattait de questions militaires, qu'un des jeunes ministres qui avait été en son temps harakiriste y fit en souriant une allusion discrète en m'interpellant par mon pseudonyme. « À propos sadique, que pensez-vous, etc. » Mais nous n'en reparlâmes jamais. L'un d'entre eux, sans doute avec une pointe d'ironie, me dédicaça même un de ses livres, à l'un des premiers nationalistes mauritaniens. Manipulation, diront certains jugeant comme telle l'opération du tract. Personnellement je dirais plutôt connivence, et c'est bien dans cet état d'esprit que nous avons le plus souvent accompagné le cheminement des territoires d'Afrique noire vers leur indépendance. L'historien et le témoin, un couple aux rapports ambigus. Francis Simony. Les quelques réflexions que je voudrais vous soumettre sont nées de la préparation d'une thèse de doctorat soutenue en novembre 1993 à l'Université de Paris 7, Denis Diderot, des Français en Afrique. Les Européens de la région de Ségou, 1890 à 1962. Mon propos était d'étudier la colonisation comme action d'une population expatriée, sur un milieu naturel et humain soumis à sa domination. La compréhension du phénomène passait par une analyse des individus en présence et des relations qu'ils entretenaient entre eux. Il s'agissait ainsi d'étudier le monde des coloniaux, et de les suivre pas à pas dans leurs activités, leur vie quotidienne, leurs motivations et leurs réactions face à l'évolution de la situation locale. Les documents écrits ne manquaient pas pour accomplir cette étude, mais il n'y a pas lieu ici de les décrire en détail. Le plus intéressant par contre, était le recours au témoignage des acteurs pour comprendre le fonctionnement de la communauté européenne coloniale. Cela me semblait plus relever du bon sens que d'une longue réflexion méthodologique. Les coloniaux sont encore nombreux, du moins pour la période qui débute avec la Seconde Guerre mondiale. Se priver de leur concours aurait conduit à négliger une source importante d'informations.
Les témoignages directs des acteurs de la colonisation ont pour principal intérêt de permettre l'étude de faits qui échappent aux sources écrites, que l'on peut consulter dans les archives. En ce sens, les sources orales ne constituent en aucun cas une béquille méthodologique dont l'utilité serait de pallier le manque de documents écrits. Elles permettent au contraire de livrer à l'investigation historique des phénomènes dont elles sont la trace la plus sensible. C'est le cas de l'attitude des coloniaux face aux problèmes de la vie quotidienne et des rapports qu'entretenaient entre eux et avec les Africains les membres de la communauté expatriée. L'éclat de rire d'un ancien boy auquel il était demandé si son employeur avait l'habitude de venir boire de la bière de Mille avec lui a plus de sens que bien des rapports administratifs sur la qualité des relations franco-africaines. De même, le déroulement des soirées au Ségou Club et les baignades vespérales dans le Niger échappent par nature aux documents écrits, si ce n'est aux lettres familiales qu'il est bien difficile de retrouver. Les témoignages permettent ainsi d'appréhender le répétitif, le quotidien, le non-dit. Il importe d'établir d'emblée que seuls les témoignages de première main ont été jugés dignes d'intérêt. Chacun des informateurs a été interrogé sur son expérience personnelle et sur les faits dont il a été l'acteur ou le témoin direct. D'où l'idée de réunir les témoignages de deux catégories d'informateurs, les anciens coloniaux et ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre en contact avec eux, africains ou libanais. Dans un premier temps, la démarche a consisté à rechercher les Européens ayant vécu dans la région de Ségou avant 1963. Tous les coloniaux dont il fut possible de retrouver les coordonnées furent contactés et invités à collaborer à la recherche. Nombre d'entre eux me communiquèrent les adresses d'autres membres de la population étudiée, ce qui permit la constitution progressive d'un réseau en tache d'huile. Les annuaires des écoles d'agriculture, d'agronomie et de l'ENFOM permirent eux aussi de localiser plusieurs témoins. J'ai pu ainsi recueillir de nombreux témoignages émanant de l'administration, de l'enseignement, de l'armée, de la justice, des missions chrétiennes, du commerce, de la recherche et de l'Office du Niger. Deux approches différentes pouvaient être utilisées. La première aurait consisté à interroger un maximum d'informateurs avec lesquels il n'aurait pas été possible d'établir des relations suivies. La seconde privilégiait la qualité des rapports humains, même s'il fallait pour cela renoncer à travailler avec certains coloniaux dont j'avais pu retrouver la trace. C'est celle qui fut adoptée. Au témoignage unique et isolé de nombreux témoins, j'ai préféré la collaboration de longue durée d'un nombre plus réduit d'informateurs particulièrement motivés. La plupart de mes 80 informateurs français ont été en contact avec moi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.